Il n'y a pas si longtemps, j'ai moi-même pu assister à ce moment magique où la vie d'un petit être prend forme. Depuis l'aube des temps, je savais pertinemment que la technologie avait évolué. Cependant, quand je me trouvais là, devant ma femme prête à donner la vie, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y a 2 millénaires ou 2 heures, c'était exactement la même souffrance, le même effort et le même bonheur que pouvaient ressentir des parents d'un nouveau-né. Et nous mettrons cela sur le coup de l'émotion, puisque s'il est vrai qu'une certaine expérience commune peut s'appliquer à tous les parents de la Terre, elle est néanmoins différente à cause de plusieurs facteurs. Technologie, coutumes, traitements, contexte, mais aussi des facteurs qui dépendent de la condition physique de la mère elle-même, comme la taille du bassin ou son état de santé global. Et si nous remontions le temps pour examiner l'évolution de ces pratiques? Et pour cela, rien de tel qu'un confrère pour m'aider dans cette tâche. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, nous ne disposons pas de beaucoup d'écrits qui nous permettent de faire la lumière sur les conditions d'un accouchement et les pratiques qui en découlent. Cela étant dû au fait que l'office de cette tâche était surtout réservé à des sages-femmes qui partageaient leur expérience de manière orale. Néanmoins, il existe tout de même des traces, et le premier indice que nous laisse l'histoire sur ces pratiques est le papyrus de Carlsberg, véritable premier document historique traitant de l'obstétrique. En fait, il y en a eu d'autres qui traitaient de médecine, mais pas forcément d'accouchement. Ce papyrus fut écrit en 2000 avant Jésus-Christ en Égypte, et il sera complété au fil du temps. S'il abordait le sujet de l'accouchement, il précisait également les soins et complications qui pouvaient survenir après cette épreuve. Dans l'Antiquité égyptienne, le taux de mortalité des nouveau-nés était extrêmement élevé, de l'ordre de 30%. Et pour ces raisons, on pensait que les femmes enceintes attiraient les démons. On priait alors la mère d'accoucher en dehors du foyer familial afin de ne pas attirer les démons dans la maison. Et déjà à cette époque, on savait que les sages-femmes aidaient à l'accouchement. Les patientes devaient s'accroupir sur 4 briques rituelles, les meskénettes, qui représentaient les 4 déesses qui se devaient d'être là pour ce moment. À la suite de cette expérience douloureuse, le placenta était récupéré afin de confectionner des remèdes médicaux. Et la femme, quant à elle, était invitée à quitter la vie de famille pendant près de 2 semaines afin de se purifier. Ces récits mettent en évidence un point. Les accouchements se déroulaient déjà avec l'aide d'autres personnes, et on ne laissait pas, dans la mesure du possible, une femme accoucher seule. Mais alors, avant cette période, comment savoir si c'était le cas? Léo, tu me files un coup de main? Chez les mammifères placentaires, ceux qui ont un placenta donc, les mères ont tendance à s'isoler pour délivrer le petit, en général en choisissant des endroits tranquilles et sécuritaires. Ce qui est assez logique finalement, parce que la mère est très vulnérable à ce moment-là, donc autant éviter les problèmes. Cependant, il existe des exceptions notables du côté des primates, où quelques cas d'aide à la mère par d'autres individus pendant les accouchements ont déjà été observés. En 2013, une équipe de chercheurs chinois a observé un accouchement collaboratif chez des rhinopithèques dans la région du Yunnan. Et cette année, le même phénomène a été observé chez des semnopithèques, et cette fois-ci, ils ont même pu prendre des photos. Plus proche de nous, un accouchement collaboratif a été observé chez des bonobos, avec des femelles qui entouraient la mère pendant et après la délivrance. Mais très franchement, en dehors de ces 3 observations, je n'ai pas pu trouver d'autres traces d'accouchements sociaux chez d'autres espèces que chez les humains. Chez les humains, l'accouchement est presque exclusivement social. Quelle que soit l'époque ou la culture dans laquelle on se place, des humains ont toujours aidé d'autres humains à accoucher. Et c'est peut-être la meilleure preuve que l'homme est un animal social. Merci pour cette brillante intervention, camarade. Dans la Grèce antique, les sages-femmes officiaient toujours, mais leur pratique était plus considérée comme de la magie ou du soutien religieux que comme de vraies techniques médicales. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, celui que l'on considère comme le père de la médecine, Hippocrate, fit part des difficultés que l'on peut rencontrer lors d'un accouchement. Il tenta de rationaliser la pratique médicale, notamment dans le cas d'un accouchement de jumeaux, d'un enfant mort-né ou d'un nouveau-né se présentant par le bassin. Une petite citation donc, pour les enfants morts qui ont une jambe et un bras dehors. Le mieux est, si l'on peut, de repousser et faire la version. Si la chose est impossible et que le gonflement survienne, opérer ainsi qui suit. Fendre la tête avec un bistouri, l'écraser avec le compresseur afin qu'elle ne cause pas l'embarras, et tirer les os avec la cuillère à os. Alors, tirer avec le crochet à embryon, crochet que l'on fixe à la clavicule, afin qu'il tienne, tirant non tout à la fois, mais peu à peu, relâchant et puis forçant. Ah, Hippocrate mit surtout en évidence le traitement de la douleur chez la femme, prescrivant notamment des médicaments et une alimentation de circonstance. Il nous révéla également l'usage de crèmes, d'huile et d'autres produits censés faciliter, voire accélérer, le travail et l'accouchement. Une autre citation. Remède pour la suffocation causée par l'utérus. Si la matrice cause de la suffocation, cuire des lentilles dans du vinaigre, du sel et beaucoup d'origan, et en aspirer la vapeur. Manger de la mercuriale, faire un potage avec l'eau où elle a bouilli et un peu de farine.
À cette même époque, Hippocrate prendra position sur l'avortement, considérant que celui-ci est valable en cas d'urgence, mais qu'il vaut mieux éviter de le pratiquer. Sous-entendu que les risques sanitaires qui découleraient de cette pratique auraient de fortes chances d'avoir raison de la mère. L'accouchement est une chose, mais après la naissance de l'enfant, on va assister à ce que l'on appelle la délivrance. Il ne s'agit ni plus ni moins que du placenta expulsé par la mère. Une sorte de second accouchement quoi. Et si cela est mal fait, qu'un petit bout de placenta reste à l'intérieur de l'utérus, cela peut déclencher des infections, voire des maladies. Et là aussi, Hippocrate fournit d'autres pistes d'amélioration. Mon cher Léo, pourrais-tu nous en dire plus sur le placenta? Oui, bien sûr. Si les mammifères placentaires s'appellent comme ça, c'est qu'ils ont développé un placenta, un organe qui relie la mère à l'embryon. Et c'est tout? J'ai plein de trucs à dire, mais je le ferai pas. Allez Léo. Non. Bon bah... Si un accouchement romantique n'existe a priori pas, un accouchement tout court se pratiquait néanmoins dans la Rome antique. Merci. Avec la domination de l'Empire romain sur la péninsule grecque, des médecins et des savants vinrent progressivement apporter leur savoir dans la capitale romaine. Au IIe siècle après Jésus-Christ, ce fut notamment le cas de l'écrivain et médecin Soranos d'Éphèse. Comme son nom l'indique, notre homme venait de l'actuelle Turquie. Après avoir étudié à Alexandrie, il se dirigea vers Rome afin de partager son expérience. C'est là-bas que Soranos publiera un traité sur les maladies des femmes en abordant notamment la grossesse et l'accouchement. Ce sujet est considéré jusqu'à aujourd'hui comme l'ouvrage le plus complet écrit à ce sujet dans l'Antiquité. C'est également lui qui mit en évidence l'existence des contractions qui permettaient à l'enfant de descendre. Avant cela, on considérait que c'était l'enfant qui fournissait lui-même l'effort pour aller jusqu'à la sortie. Si les accouchements étaient toujours en grande majorité réalisés par des femmes, on assista à Rome à une petite révolution. Les sages-femmes que l'on nommait obstétrix, ou medicae pour des médecins plus généralistes, se réunissaient en corporation. Une distinction pouvait ainsi être faite entre les sages-femmes dites généralistes, qui faisaient reposer toute leur expérience sur leur propre vécu en tant que mère, et des sages-femmes plus spécialisées qui étaient formées pour les accouchements difficiles et qui n'avaient pas forcément enfanté elles-mêmes. En fait, j'ai encore envie de parler. Sérieusement, c'est vrai ça. On peut se demander pourquoi chez les humains, nous avons besoin de nous y mettre à plusieurs pour sortir le bébé du ventre de la mère. Et c'est un processus qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde, c'est donc que son origine est probablement biologique et pas culturelle. Pour le dire autrement, si les mères sont plus ou moins obligées de se faire aider, c'est que ça vient d'une contrainte de leur corps, c'est pas une tradition. En tout cas, c'est une idée qui a beaucoup de partisans depuis quelques années dans la communauté scientifique, et pour comprendre, il faut se souvenir d'un truc. C'est que, à la sortie, le crâne du bébé est très gros et c'est pas facile de le faire passer par les os du bassin de la mère. L'accouchement est plus difficile chez les humains que chez les gorilles par exemple, parce que eux, ils ont toute la place qu'il faut. Pour arriver à passer, les bébés humains sont en général orientés de façon complètement différente de leurs cousins primates. Chez les primates, les bébés sortent en général dans le même sens que la mère, ce qui lui permet à elle de les récupérer à la main lorsqu'elle est accroupie, et ainsi d'accoucher toute seule. Mais chez les humains, l'orientation du crâne, qui doit passer dans cet espace étroit, fait que le bébé sort dans la direction opposée à la mère. Même accroupie sur les genoux, la mère ne peut pas récupérer le bébé sans aller contre le sens de sa colonne vertébrale, et il faut donc que quelqu'un d'autre le récupère. Ce serait donc une conformation anatomique qui serait à l'origine de l'accouchement collaboratif chez les humains. D'ailleurs, c'est une propriété qui est apparue très tôt dans notre histoire évolutive, puisqu'on la partage avec les Néandertals, dont les reconstructions en 3D du bassin montrent qu'ils avaient les mêmes difficultés que nous, donc probablement un accouchement social aussi. Merci pour cette précision, c'est un plaisir de t'écouter. Mais j'avais pas Merci. Au Moyen-Âge, c'est toujours les femmes qui s'occupaient principalement des accouchements. D'après l'encyclopédie Meyers Conversation Lexicon, dans l'Occident chrétien, l'obstétrique se trouvait exclusivement entre les mains de femmes qui ne savaient rien, ou au plus d'hommes qui ne s'intéressaient guère à leur travail. Dans les cas difficiles, on se contentait le plus souvent d'appeler le prêtre, et l'aide qu'il pouvait apporter relevait plutôt de la superstition. À cette époque, même si on manque de sources fiables à ce sujet, il est considéré que le taux de mortalité chez l'enfant et la mère lors d'un accouchement n'a jamais été aussi élevé. La religion étant importante au Moyen-Âge, on développa alors un outil pour baptiser les enfants in utero, la seringue à baptême. Ainsi, si le risque de décès du nourrisson était relativement élevé, il était néanmoins prêt à rejoindre le royaume des anges. Ces hauts taux de mortalité pouvaient en partie s'expliquer par le manque de prise en considération de la douleur de la femme durant l'acte. En effet, pour les chrétiens du Moyen-Âge, l'accouchement était le résultat du péché de la chair, et il devait donc être expié dans la douleur. On préférait donc s'en remettre à des reliques ou à des prières plutôt qu'à la médecine. Au début de l'époque moderne, vers 1500, fut pratiquée la première césarienne connue sur une femme qui y survécut. En effet, si la méthode était déjà connue depuis l'Antiquité, elle n'était pratiquée que sur des femmes décédées car le risque était trop grand. Cette première césarienne fut pratiquée par un châtreur de porc,
un monsieur qui castre les cochons, sur sa propre femme qui n'arrivait pas à accoucher de leur enfant. Il utilisa pour cela la même technique approuvée et utilisée à l'époque pour les truies. L'opération fut un véritable succès puisque la femme, suite à cet épisode, put encore donner naissance à 5 autres enfants. Oui, aujourd'hui la césarienne a pris une part très importante dans l'accouchement. Près d'un cinquième des accouchements en France se font par césarienne, ce qui est largement au-dessus des recommandations d'organismes internationaux comme l'OMS par exemple. En Chine, c'est pire. Plus d'un accouchement sur 2 est fait par césarienne, une tendance qui est à la fois due au fait qu'il y a de plus en plus d'accouchements dans les hôpitaux et au fait que les hôpitaux surpeuplés utilisent la césarienne comme une stratégie. La césarienne, ça va plus vite qu'un accouchement naturel, et les hôpitaux n'ont pas la place pour garder toutes ces mères en attente d'un bébé. Donc, chirurgie. On pourrait extrapoler et se dire, tiens, mais si tous les accouchements se font par césarienne, peut-être que les bébés finiront avec de plus gros cerveaux, non? Et c'est pas bête, en fait le raisonnement part du principe que la taille du crâne du bébé est sous le contrôle de la sélection naturelle. Des bébés avec de trop gros crânes ne peuvent, sans césarienne, pas sortir du ventre de la mère, et ne peuvent donc pas survivre. Bref, la taille du bassin de la mère limite la taille du crâne du petit, et c'est ce qu'on appelle le dilemme obstétrique. Mais si toutes les femmes accouchent par césarienne, on enlève la contrainte du bassin. À long terme, au fur et à mesure de très nombreuses générations, est-ce que cela ne finirait-il pas par donner des bébés avec de très gros crânes? C'est un scénario que l'on retrouve par exemple très souvent dans les prospectives futuristes. Dans le futur, on aura tous de très gros cerveaux et on naîtra tous par césarienne. Le raisonnement se tient, mais je trouve qu'il repose sur des planches pourries, et ce pour 2 raisons. Premièrement, rien n'indique aujourd'hui qu'avoir un plus gros cerveau permette d'avoir plus d'enfants. Pour le dire vite, même si un enfant naît avec un plus gros crâne que la moyenne, il n'est pas dit du tout que son gène se répande préférentiellement dans l'espèce humaine. J'aurais même plutôt tendance à penser le contraire. Deuxièmement, la mère ne peut pas garder le bébé à l'intérieur du corps pendant des plombes. Avoir un bébé qui pousse à l'intérieur du corps est extrêmement épuisant physiologiquement et demande beaucoup de ressources à la mère. Des travaux récents ont aussi montré que 9 mois de gestation était une limite maximale en termes énergétiques pour la mère. Il y a juste un moment, il faut qu'il sorte quoi. Donc même si on était capable de laisser le bébé plus longtemps à l'intérieur du corps pour qu'il développe un plus gros cerveau en le sortant par césarienne, la mère, elle pourrait pas. En 1513, Eucharius Roslin, un médecin allemand, publia Der Schwangeren Frauen und Hebammen Rosgarten. Traduction, Le jardin des roses des femmes enceintes et des sages-femmes. Cet ouvrage était principalement destiné aux sages-femmes, et pour la première fois de l'histoire, exclusivement dédié à la grossesse et à l'accouchement. C'est à partir de cette époque que les médecins commencèrent véritablement à participer aux accouchements. Si cela n'a pas été fait plus tôt, c'est en raison de 2 facteurs. Le premier est la pudeur des femmes vis-à-vis des hommes et vice-versa, ce qui empêchait forcément tout progrès. D'ailleurs, la plupart des écrits traitant de ce sujet et écrits au Moyen-Âge le furent par des moines. Le deuxième facteur est que les sages-femmes, qui avaient la main mise sur cette pratique depuis des centaines d'années, ne voulaient pas céder leur place, et ça peut se comprendre. Les accoucheurs étaient donc encore une rareté à l'époque de Louis XIV. Cependant, celui-ci nomma un jeune médecin, Julien Clément, au poste officiel d'accoucheur de la cour. Cela faisait suite à l'accouchement difficile d'une de ses maîtresses. Ainsi donc, le roi donnait l'exemple et montrait une voie d'ouverture potentielle. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que les premiers centres d'accouchement voient le jour et que les premières écoles pour les sages-femmes et les accoucheurs soient mises en place. La première institution de ce genre fut notamment créée à Strasbourg en 1728. Au milieu du XVIIIe siècle, on utilisa de plus en plus des outils pour faciliter l'accouchement. Ce fut le cas des forceps par exemple. Cependant, bien que ces derniers se démocratisèrent à cette époque, ils ne dataient pas d'hier. L'invention d'un dispositif similaire date de l'Antiquité. Cependant, cet outil n'était absolument pas efficace et provoquait irrémédiablement la mort de l'enfant. Mais au XVIIe siècle, le médecin Peter Chamberlain inventa un outil capable de sauver un enfant et sa mère en difficulté, les forceps. Grâce à l'aspect courbe qui s'adaptait à la tête de l'enfant, mais aussi et surtout à l'indépendance des branches de la pince, Peter venait d'inventer un outil qui est aujourd'hui encore utilisé dans certains accouchements. Cependant, les bénéfices d'une telle découverte ne déclenchèrent pas une révolution dans le milieu de l'obstétrique. Tout simplement parce que Peter décida de garder le secret pour lui, afin de le vendre au plus offrant. La technique fut transmise à sa famille, qui garda le secret durant près d'1 siècle. Un descendant mit en vente le secret, qui fut racheté par un médecin hollandais, qui le garda à son tour pendant près de 60 ans. Ce n'est donc qu'1 siècle et demi plus tard que les forceps se démocratiseront, aidant ainsi au passage des milliers de femmes à donner la vie et à ne pas la perdre. Au cours de ce XVIIIe siècle, on estime tout de même que près de 10% des femmes en âge de donner la vie mouraient au cours d'un accouchement. Ce chiffre est facilement explicable par le nombre important de grossesses que pouvait avoir une femme durant sa vie. Alors oui, l'évolution des techniques permettait de faire reculer le taux de mortalité des enfants et de la mère. Mais pourquoi au XIXe siècle restait-il si élevé? L'obstétricien Ignaz Semmelweis fut le premier à déterminer la cause de ces ravages. L'hygiène. Et c'était bien là un problème de poids,
car une femme qui accouchait en hôpital avait beaucoup plus de chances de mourir des suites d'une infection ou d'une maladie qu'une femme qui accouchait chez elle, ce qui en soi n'avait rien de motivant pour la future mère. Il fallut donc attendre la production en masse de phénol, un antiseptique puissant, afin de permettre une baisse considérable du taux de mortalité. Cependant, les habitudes ont la vie dure, et on considère qu'en 1904, environ 45% des accouchements se pratiquaient encore à domicile. Cela avait bien évidemment un impact sur la mortalité infantile, puisque les sages-femmes n'étaient pas du tout équipées en cas de complications. Globalement, cette situation durera jusque dans les années 50. En 1952, l'anesthésiste américaine Virginia Apgar mis au point le score Apgar. Ce test consistait à évaluer plusieurs critères chez l'enfant, comme la couleur de sa peau ou son rythme cardiaque, afin de déterminer son état. Ce score, qui est aujourd'hui encore utilisé, permit de prodiguer de meilleurs soins aux nouveau-nés. L'obstétrique évoluant à vitesse grand V, les médecins commencèrent à considérer les fœtus comme de véritables patients. Cela eut pour effet de mieux préparer l'accouchement et de prendre des dispositions en cas de souffrance fœtale. Dans les années 80 en France, ce fut une véritable révolution pour toutes les femmes en passe d'accoucher. La généralisation de la péridurale afin de mieux gérer la douleur. Si le développement de la médecine néonatale et obstétrique n'a jamais atteint un niveau aussi élevé, le développement de nouvelles pratiques n'a pas fini de poser de nouveaux soucis aux accoucheurs de tout horizon. Ainsi, la multiplication des techniques d'aide à la grossesse a engendré une explosion des grossesses multiples et donc des prématurés. Cela multiplia donc partiellement, en tout cas pour ces grossesses, les risques de maladie, de handicap, voire de décès du nourrisson. Toutefois, cela reste marginal et les taux de grossesse multiples, qui jusque-là étaient en augmentation, tendent à se stabiliser. Nous l'avons vu, l'histoire de l'accouchement n'est pas sans surprise, loin de là. Il faut néanmoins garder à l'esprit qu'aujourd'hui nous avons fait d'énormes progrès et que tout est fait pour que la mise au monde d'un enfant se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est fini, je voulais remercier mon camarade Léo de Dirty Biology d'avoir participé à cet épisode. C'était un plaisir. J'en vois déjà crier au complot et pourtant nous avions commencé l'écriture de ce sujet avant le partage du boss final des internets. Merci Antoine au passage. Une belle pub pour nous deux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Dirty Biology afin de découvrir plein de vidéos super marrantes sur la biologie et plein d'autres vidéos qui parlent de science. J'en profite également pour vous rappeler qu'avec le camarade Raphaël de l'émission Codemu, une émission sur la science des mots, nous avons créé la Vidéothèque d'Alexandrie, qui est une page Facebook qui recense un maximum de youtubeurs dits culturels. Je vous mettrai un lien dans la description. Partagez à fond si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, et à ce propos, au niveau des commentaires, c'est vrai que j'avais l'habitude de répondre à tous les commentaires, mais surtout, pardonnez-moi, là ça va être un petit peu compliqué. J'ai passé pratiquement toute ma journée de lundi à tenter de répondre à tous ces commentaires, et finalement, le soir, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix. C'était soit répondre à tout le monde, soit avancer sur mon émission. Donc c'est vrai que j'adore répondre aux commentaires, mais je préfère pour l'instant avancer sur l'émission. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de répondre au max de commentaires possible, et puis sinon je laisserai un petit pouce pour signifier que j'ai vu votre commentaire. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Twitter, mon Facebook, sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. Et depuis peu de temps, je suis également présent sur Flattr, F-L-A-T-R, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, c'est toujours appréciable. Merci à vous, à la prochaine et prenez soin de vous.